Bonjour, voici la version française du texte écrit par mon ami allemand Christian Duno. Droits et devoirs du nucléaire, introduction à la dissuasion nucléaire civile. Les 10 années qui suivirent la guerre froide, entre 1991 et 2001, représentent une période faste. Durant cette décennie, les États-Unis démantelèrent 5000 têtes nucléaires tactiques par décision unilatérale, et aucun individu des pays membres de l'OTAN n'eut le sentiment d'être moins protégé. En 10 ans, les États-Unis ont réduit leur budget de défense et le déficit énorme généré par la course aux armements de la guerre froide s'est transformé en un excédent public. Simultanément, le chômage a diminué pour des millions d'Américains. Puis intervint le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme qui s'ensuivit, et maintenant en 2009, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous assistons à une récession économique mondiale qui génère des troubles internationaux. Maintenant, on se tourne avec nostalgie vers cette fameuse décade passée. Mais est-ce que le boom économique observé à cette époque ne représente pas un avant-goût de ce à quoi nous pourrions prétendre aujourd'hui? La clé pour résoudre de nombreux problèmes de l'humanité se trouve dans la possibilité de mettre la dissuasion nucléaire sous contrôle civil. Cela veut dire que la bombe nucléaire ne doit servir qu'à la dissuasion de tout acte de guerre en respectant les principes fondamentaux de notre civilisation, comme l'égalité des droits individuels et l'obligation d'avoir des lois pour infliger des peines. Le résultat se trouve dans la dissuasion nucléaire civile légale, la DNC. Parlons tout d'abord de l'égalité des droits. Est-ce que ce principe n'est pas violé à chaque fois qu'un jeune soldat en uniforme est envoyé au front sous le feu de l'ennemi? Et depuis quelques années, sous prétexte d'émancipation, nous faisons la même chose avec les jeunes femmes. Les civils exhortent leurs soldats à ne pas être des lâches tout en restant eux-mêmes en retrait bien à l'abri. A l'inverse, le concept DNC sous-entend un courage individuel et assure une protection égale pour tous les citoyens. Un pour tous et tous pour un. Le concept DNC respecte la jeune génération et refuse de la sacrifier dans des guerres pour les autres. En ce qui concerne les simples soldats ennemis, pourquoi devrions-nous les tuer plutôt que ceux qui ont ordonné l'attaque? Qui mérite d'être le plus puni? Ceux qui obéissent aux ordres ou ceux qui ordonnent l'attaque? Les soldats sont simplement les outils d'un État agressif. Chaque être humain a un droit égal à la vie indépendamment de son sexe et de son âge, ce qui est complètement différent du cadre légal actuel édicté dans les conventions internationales de Genève de 1949. Cette convention divise l'humanité en deux classes. La première qui ne porte pas l'uniforme, c'est-à-dire les civils ou non combattants, et notamment les hommes politiques, qui doivent être protégés. Et la seconde classe, les combattants militaires portant l'uniforme, ayant le droit d'être tués et de tuer. Nous permettons à nos ennemis de mutiler notre jeunesse au lieu de les protéger, ce qui est vraiment scandaleux. Si nous décidons de ne plus faire la guerre, la Convention de Genève devient tout aussi inutile que les règles de la boxe pour une personne refusant de monter sur le ring. Et ceci est possible aujourd'hui. Nous n'avons pas à entrer en guerre si un autre pays nous attaque. Il nous suffit de remplacer le concept de défense nationale par la dissuasion. Prenons un exemple. Si nous répondons militairement à une attaque militaire ennemie, notre territoire devient un champ de bataille avec toutes les conséquences auxquelles il faut s'attendre pour la population. Nous avons une meilleure possibilité. Regardons ce qu'il se passe lors de l'attaque d'une banque. Personne ne s'attend à ce que le caissier se conduise en héros au risque de sa vie. Il laisse prendre sa caisse et tout le monde attend que la police capture les voleurs pour qu'ils subissent la peine prévue par la loi et que cela serve d'exemple pour les autres. Procédons de même. Plutôt que de combattre l'attaquant, envoyons nos missiles au cœur de l'État attaquant. Ces missiles sont envoyés par des sous-marins nucléaires indétectables qui sillonnent les océans. Et un État attaquant ne peut même pas échapper à leurs représailles. Bien sûr, tout ceci ne peut exister que si le principe « pas de peine sans loi » est appliqué. Christian Duno a écrit une ébauche de loi pénale nucléaire qui tient sur 5 pages et qui est accessible à tout un chacun. Tout le monde peut comprendre les interdictions d'actes de guerre. Il n'est pas difficile d'établir notre seuil d'utilisation d'armes nucléaires ainsi qu'une échelle graduelle de peine nucléaire en fonction du degré d'attaque. Je propose de commencer avec un tir de semonce sur une partie isolée de territoire où vivent 500 à 1000 personnes.
Et réfléchissez à 2 fois avant de m'accuser de cruauté, car notre organisation, l'OTAN, a tué des milliers de civils en Afghanistan qui n'étaient certainement pas des terroristes et qui s'en soucient maintenant. Bien sûr, il y a une nuance en cas d'attaque minime provoquée par un État ne justifiant pas une réponse nucléaire. Ce genre d'agression peut être considéré comme une piqûre d'aiguille qui effraie mais n'est pas mortelle. Elles peuvent alors être traitées comme des actions terroristes orchestrées par un chef d'État. Celui-ci mérite d'être puni par une simple arme conventionnelle comme une bombe classique. Cette arme de frappe chirurgicale peut être lancée depuis un sous-marin lanceur d'engins. Nous obtenons ainsi une gamme de réponses à l'attaque dans le cadre d'une stratégie de dissuasion adaptée, proprement dite, contrairement à la stratégie confuse déclarée par l'OTAN pendant la guerre froide.